l'usage de l'humanité. Alors ma question c'est simple, hein. Je t'ai côtoyé, je t'ai vu pendant de très nombreuses fois dans des réunions et autres. Alors pourquoi tu as voulu faire du papier? Pourquoi toi, en gros l'apôtre du numérique, tu as décidé d'écrire un livre? Pourquoi ce livre? Pourquoi... On est en direct avec Gilles Babinet. Gilles, tu es, comment on dit, sérieux entrepreneur, tu es l'ancien président du Conseil national du numérique, je pense qu'on y reviendra. Tu es aussi notre digital champion auprès de la Commission européenne, et donc tu portes la voix de la France, de cette voix du numérique français à Bruxelles. On va faire en fait ce hangout un peu en 3 étapes. Une première étape, on va discuter ensemble. Une seconde étape, on retrouvera 2 personnes qui sont connectées de très loin. Je sais qu'il est tôt également. Je remercie toutes les 2 personnes d'être là, qui sont Marie-Perrine Bureau et Émeric Vigneras, qui sont en fait aux États-Unis. Et on reviendra avec eux dans un deuxième temps et troisième temps. Voilà, on voit Émeric qui est là. Et effectivement, on reviendra dans un troisième temps après avec encore des jeux de questions-réponses avec notamment les personnes qui sont dans la salle. Au CNN, à l'Institut Montaigne et ailleurs, et essayer de voir si j'arrivais à faire un ensemble cohérent de tout ça, ce qui en soi était aussi un enjeu pour moi. C'est-à-dire que des fois on émet des tas de notions, de concepts, et des choses comme ça, et puis on se dit, mais est-ce que toutes ces notions s'articulent les unes entre elles? Et donc ça, c'était l'idée initiale, c'est de faire une sorte de description transversale de ce vers quoi il me semble que nous sommes en train d'aller. Voilà. Après, pourquoi en papier? Eh bien, il y a une raison assez simple pour ça. J'ai regardé évidemment la notion d'édition électronique, d'auto-édition. Il y a un certain nombre de succès intéressants dans ce domaine. Et ça semblait faire du sens de le faire exclusivement en électronique. Mais la vocation de ce livre, enfin une des vocations de ce livre, c'est aussi de faire en sorte que les gens qui n'ont pas forcément d'agilité numérique puissent comprendre ce dont il est question. Et je pense en particulier à l'une des cibles, si ce n'est la cible de ce livre, c'est l'ensemble des gens qui représentent les institutions, le pouvoir politique, administratif et autres, qui sont quand même des acteurs importants de la transition de ce pays vers le numérique. Donc, et je crois que, d'ailleurs, lorsque je vois les réactions que j'ai venant de cette sphère, je pense que j'ai au moins partiellement atteint mon objectif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent merci d'avoir fait ce livre, mais qui ne sont pas des gens qui naturellement seraient venus à ça, et je pense qu'ils ne l'auraient jamais lu si ça avait été un livre électronique. Pour donner aussi votre sentiment sur ce qui se passe là-bas aux États-Unis, et je vous remercie une chose, c'est d'être parmi nous, parce que certes, il est encore un peu tôt sur ce côté-là des États-Unis, donc merci beaucoup. Peut-être je vais passer tout de suite la parole à Marie-Perrine, et après on passera la parole à Émeric. Et donc effectivement, j'ai dans mon passé créé des entreprises en France, et puis j'ai créé il y a 1 an une entreprise à Boston qui essaye d'aider les gens. J'ai bien aimé l'expression de Gilles à propos de l'agilité numérique et des gens qui n'ont pas forcément cette agilité numérique. Donc je suis assez frappé par ça. On parle souvent d'économie numérique ou de nouveaux services, mais finalement on n'est pas tous armés pour bien les appréhender, et comment est-ce qu'on accompagne tout un chacun pour appréhender ces nouveaux services, ces nouvelles techniques. C'est ce que je cherche à faire avec la société que j'ai créée qui s'appelle ShareAlike, et qui permet donc à des utilisateurs non tech savvy, donc qui ne connaissent pas bien, qui ne viennent pas du monde de la technique, de partager facilement et de créer des montages vidéo avec leurs photos en musique, et ça de façon... On a un très bon niveau de formation qui nous est envié par beaucoup de pays, dont les États-Unis. D'ailleurs, on voit beaucoup les Français sont la 4e communauté dans la Californie, donc de mémoire c'est américain, indien, chinois, français, israélien. Donc on est la 4e communauté. Et en particulier, c'est une communauté qui est très appréciée pour ses capacités à traiter des sujets techniques complexes. Donc ça, c'est quelque chose qui est une vraie force pour ce pays et qu'il faut préserver. Je pense que le vrai problème qu'on a, et qui est normal et qui rejoint d'ailleurs le point qu'on vient d'évoquer, c'est d'arriver à cristalliser vraiment du seed innovation et de lui faire parcourir les 500 premiers mètres. Ça, c'est quelque chose qu'on sait mal faire. Donc il y a une culture de prise de risque, culture de financement de la prise de risque. Par exemple, on me racontait, le cadre de me racontait un truc, c'est que il a eu son fils qui est dans une université aux États-Unis, et puis qui va avoir
son professeur qui lui dit écoute, j'ai eu cette idée, je ne sais pas ce que ça vaut. L'idée des réseaux sociaux, il faut voir que les réseaux sociaux, c'est quand même un truc, il y en a eu quelques-uns. Et son professeur lui répond, il dit waouh, c'est génial, écoute, j'ai 100 000 $, est-ce que tu veux que je les mette dans ton projet? C'est dément, c'est un truc qui est inimaginable dans une faculté en France, ça n'arriverait jamais. Donc cette culture, elle est extrêmement. Ce dont je vous parle, ça date d'il y a une semaine, c'est vraiment très actuel. C'est quelque chose d'extrêmement répandu. Il y a une culture générale, aussi bien juridique que de prise de risque, d'assessment du risque, etc., qui existe là-bas. Mais c'est pas un truc magique, ce n'est pas venu uniquement. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est créé au cours des 50 dernières années et qu'on peut créer de façon plus rapide que ça. On peut vraiment le faire, mais je crois que, encore une fois, parmi les leviers qui existent, les politiques publiques d'entrepreneurs, donc je l'ai fait, etc. Et puis, un jour, c'est Roxane Barza qui m'a dit, voilà, on fait chez Microsoft une conférence sur l'échec, est-ce que tu peux venir témoigner de ça? Bon, j'ai dit, ok, je vais faire ça. Et j'ai fait une conférence en racontant que mes plantages d'entrepreneurs. C'est-à-dire, tout ce qui n'avait pas marché, y compris dans mes boîtes qui ont marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché, etc. Et j'ai dit que ma boîte qui avait le mieux réussi, je m'étais retrouvé au tribunal pour discuter avec le président du tribunal de commerce de comment est-ce qu'on dépose le bilan, etc. Et j'ai montré aux gens que finalement c'était un parcours extrêmement chaotique avec des tas de trucs extrêmement décevants, etc. Et je crois que c'est une conférence qui est incomparablement plus instructive pour les gens parce que plutôt que de se sentir écrasé par un type en se disant allez, ce type réussit tout ce qu'il fait, c'est fantastique, mais moi je suis pas comme lui, c'est Superman et moi je suis qu'un. Voilà. Les gens se sont dit mais en fait c'est un mec comme moi quoi. Et je crois que ça c'est vraiment pour les gens qui sont des entrepreneurs qui ont réussi, je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire c'est de raconter votre parcours avec toutes les embûches qui l'ont parsemé, parce que je pense que même Steve Jobs et Bill Gates, ils ont eu plein de plantages. C'est sûr, ça ne peut pas être autrement. On a vécu des aventures épiques ensemble. Et je crois que ce qui nous a... Enfin, toi, tu avais quand même une expérience de la chose publique auparavant, mais moi, ce qui m'a stupéfait, moi, je me souviens, quand j'ai été élu président du Conseil national du numérique, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, j'ai fait une connerie parce que j'ai accepté d'être président du Conseil national du numérique et les gens vont se rendre compte que je ne suis pas compétent. Parce que je vais être face à des énarques, des polytechniciens, des gens des corps, etc., qui sont par définition beaucoup plus brillants que moi. Et puis le lendemain, on a eu une réunion avec le cabinet d'un ministre et j'ai tout de suite été très rassuré. Donc, je crois que, comme le dit d'ailleurs mon successeur, Benoît Thiolin, si on met du numérique à l'ENA, on change ce pays. Donc ce que je crois avant tout, c'est que la fracture numérique, et c'est Nicolas Collin, l'inspecteur des finances, qui le dit assez justement, il dit la fracture numérique, c'est avant tout du bullshit de ceux qui nous dirigent pour masquer le fait qu'ils y comprennent rien. Son problème, c'est de faire en sorte que les gens disposent des savoirs de base, et à commencer par savoir lire et écrire. Quand vous êtes dans une entreprise en province, dans le tertiaire, vous avez 20% des gens qui ne savent pas lire. J'ai discuté avec le patron de l'entreprise de transport, il me disait, nous, le problème qu'on a sur un plan social, dans le plan social, c'est qu'évidemment, les gens qui sont les plus concernés par ces plans-là, c'est les gens les moins qualifiés, et il y en a 30 à 40% qui ne savent pas lire. Donc c'est, si vous voulez, la première mission d'un pays qui a comme souci la mobilité sociale, c'est donner les savoirs alimentaires aux gens. Et je vais vous dire une autre chose, quand vous savez lire et écrire, c'est plus facile de comprendre comment marche un smartphone que quand vous ne savez pas lire et écrire. Donc je pense que même si les enjeux que vous évoquez sont des enjeux qui sont importants et qui sont des enjeux significatifs, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour essayer d'y pallier. Je pense qu'il faut les renforcer, comme par exemple les cyberbases qui sont mis en œuvre par la Caisse des dépôts, qui sont des trucs remarquables. Il y a 900 points de cyberbase en France, il y a 6 millions de personnes qui sont passées là-dedans, donc il faut sans doute les faire plus connaître, etc. Mais si vous voulez, c'est pas comparable en termes sismiques avec la nécessité de réformer l'éducation et de faire en sorte que les compétences de base, la mobilité sociale, les minorités sociales
soit convenablement intégré, qui est un enjeu qui est absolument déterminant pour le futur. En fait, c'est assez intégré. Je pense que c'est difficile. Il me semble que s'il y avait une chose, c'est sans doute faire en sorte que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gens comprennent, et que notamment les gens qui gouvernent ce pays comprennent. Donc, mais c'est un vœu pieux parce qu'on ne peut pas dire, voilà, ce que je voudrais, c'est que tout le gouvernement et la haute fonction publique retournent passer 6 mois à l'ENA pour être formés au numérique ou ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu compliqué. Bon, donc ça, c'est le vœu dans l'absolu sur ce genre de choses. Mais je crois que si je devais m'accrocher à ce qui existe, ce que je souhaiterais, c'est que le président, qui a dit que, qui s'est déplacé dans la Silicon Valley, fasse plus, et je lui fais pas de procès d'intention, parce que, mais je souhaiterais découvrir qu'on n'est pas dans un effet de com à l'endroit des entrepreneurs, mais qu'on est dans une politique de fond, et que petit à petit, on va irriguer une réforme de la régulation à l'endroit des 4 pôles que j'ai évoqués. Donc, pour moi, c'est ça la priorité. Et c'est beaucoup plus la société civile qui emmène les enjeux de modernité que les institutions, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans notre pays. Hein. Objectivement, si aujourd'hui il y a une mobilisation au sommet, c'est aussi parce qu'ils ont bien vu qu'avec l'affaire des pigeons et d'autres politiques, je dirais, efficaces, que d'aller aux États-Unis, qui remet les choses à l'endroit. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on aille au-delà de ça. Mais je dirais, parmi les 4 mesures que j'ai évoquées, je pense que finalement, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une politique d'État qui soit incitative. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, on sait qu'on a été condamné par le Conseil de l'Europe pour avoir une justice qui ne fonctionne pas. On n'a plus d'argent, on ne peut pas remettre de l'argent, donc je souhaite qu'il y ait une réforme numérique dans ce domaine. Je souhaite qu'il y en ait une autre à l'endroit de la santé. Je souhaite que l'éducation, le premier degré, et même le second degré, on ait une réforme de la méthode pédagogique qui permette d'aller faciliter l'inclusion numérique. Mais c'est intéressant avec vous. Merci à vous deux. C'était vraiment, ça nous a apporté pas mal. Merci beaucoup. Et je tiens aussi donc à rappeler que tu viens de sortir ce livre chez Le Passeur Éditeur. Ça s'appelle L'ère numérique et le nouvel âge de l'humanité. 5 mutations qui vont bouleverser notre vie. Peut-être que grâce à ça, tu arriveras à le mettre dans les lectures obligatoires dans toutes les écoles. C'est peut-être ça la mesure que tu aurais dû pousser. Et en tout cas, je te remercie beaucoup, Gilles. Et ce livre, vous le retrouvez bien évidemment dans une librairie, mais aussi en ligne, dans le numérique et pourquoi pas sur Google Play. Merci beaucoup et bonne soirée.